Merci, cher professeur, merci, cher maître, honorable assistance. Donc, on va entamer cette dernière partie de l'après-midi par un sujet qui va mettre le point sur une étude révolutionnaire et qui fête aujourd'hui, cette année, son 40e anniversaire. Il s'agit de l'étude des DCCT-EDIC, la gestion du diabète de type 1. Donc, après 4 décennies de découverte, il est temps de faire le point sur l'impact de ces études sur le plan des complications micro- et macrovasculaires chez le diabète de type 1. Donc, on parlera aussi de la mémoire glycémique qui est en fait le fruit d'une performance, d'une bonne prise en charge. Tout d'abord, il faut savoir qu'après les années 80, l'utilisation de l'insuline a transformé le diabète de type 1 d'une maladie mortelle à une maladie chronique qui est susceptible d'avoir des complications sur le plan micro- et macro-angiopathique. Donc, maintenant, comment peut-on évaluer ce nouveau terrain et comment peut-on prévenir ces complications? D'où la naissance de l'étude DCCT-EDIC. Cette étude, qui est interventionnelle, elle a comme objectif d'explorer l'hypothèse du glucose. Ça veut dire un traitement selon lequel les niveaux de glycémie normalisés préviendraient ou retarderaient les complications à long terme du diabète. La préparation à l'étude a pris plusieurs années. Elle est apparue dans le New England Journal of Medicine en septembre 1993. Donc, cette étude a collégé presque 1441 patients en prévention primaire et secondaire. Et ils étaient randomisés en 2 groupes de traitement. Soit un traitement conventionnel à l'époque, ça veut dire une insulinothérapie en 1 ou 2 injections. L'objectif était un équilibre glycémique inférieur à 13% ou un traitement intensif. On a plus de 3 injections d'insuline ou une pompe à insuline, une surveillance plus régulière avec 4 fois par jour et l'hémoglobine A1C devait être inférieur comme objectif à 6,05. Concernant les résultats sur l'équilibre glycémique, l'étude en fait n'a pas réussi à ramener la cohorte de traitement intensif à un taux inférieur à 0,05 en moyenne, mais elle est parvenue à séparer de 2% les 2 groupes de traitement intensif et conventionnel, et cette différence était suffisante pour les résultats ultérieurs. En effet, pour la rétinopathie diabétique, dans le groupe de traitement intensif, la réduction du risque de développer une rétinopathie diabétique était de 76% et le risque de progression était de 57%, et cela en comparaison avec le groupe conventionnel. Pour cette progression de rétinopathie diabétique et sa relation avec l'hémoglobine A1C, on voit qu'il y a un continuum lisse. Plus l'hémoglobine A1C est basse, plus le risque de rétinopathie diabétique est bas. Donc, même observation a été faite sur le plan de neuropathie et de néphropathie. En parlant de la maladie rénale diabétique, le traitement dans la cohorte de prévention primaire, le traitement intensif a réduit de 34% l'incidence de microalbuminurie par rapport au traitement conventionnel, et la progression de la microalbuminurie était réduite de 43% et de la macroalbuminurie en 56%. On va dire qu'on avait le même résultat pour la neuropathie diabétique. La réduction était significative de 64% pour la neuropathie diabétique périphérique et de 45% pour neuropathie autonome cardiaque. Donc, en résumé, pour l'étude des CCT, le traitement intensif par rapport au traitement conventionnel sur le plan de prévention primaire et secondaire était associé à une réduction des microangiopathies à un stade précoce de 34 à 76%. On peut dire que ce traitement intensif a réécrit à jamais le cours des maladies oculaires, rénales et nerveuses liées au diabète chez les patients atteints de diabète de type 1. En contrepartie, cette étude a également identifié certains événements indésirables liés à ce traitement intensif, comme la prise de poids et les hypoglycémies sévères. En effet, une baisse de l'hémoglobine A1C a conduit à une augmentation de ces hypoglycémies sévères. Enfin, cette étude fut arrêtée par un comité scientifique indépendant en 1993, vu la supériorité des résultats par rapport au traitement intensif. Donc, on disposait d'une cohorte qui était hautement phénotypée et génotypée, très fidèle, dont 96% ont accepté de poursuivre l'aventure vers l'EDIC. Donc, pour profiter de l'âge et de leur durée de diabète, afin de réaliser une étude observationnelle qui, dont l'objectif était d'examiner à long terme la
la thérapie intensive par rapport à la thérapie conventionnelle mise en œuvre pendant des CCT sur le développement et la progression des stades plus avancés de la rétinopathie, néphropathie, neuropathie et bien sûr des maladies cardiovasculaires. Donc, comme transition entre DCCT et EDIC, les patients du groupe conventionnel ont été initiés au traitement intensif et les modalités de suivi ont rejoint celui de traitement conventionnel. Et comme on vient de voir, l'étude EDIC a collégé presque plus 90% des patients de DCCT. Donc l'âge moyen à l'entrée passé de 27 ans, il est aujourd'hui à 63 ans. Le de diabète, il est passé de 6 ans à 42 ans, ce qui constitue un grand avantage pour cette étude observationnelle. Concernant le reste de l'équilibre glycémique, le passage de traitement conventionnel au traitement intensif dans le groupe ex-conventionnel s'est traduit par une réduction puis une disparition de cette différence entre les deux groupes. Donc ça a été ce qui a été séparé pendant DCCT et les deux premières années de l'EDIC s'est réuni au fil des années. Concernant la rétinopathie diabétique, on a constaté qu'au début de l'EDIC, les courbes intensives et conventionnelles continuent à se séparer, arrivant à une différence qui est supérieure à 70% en faveur de traitement intensif. Donc, 6 ans de traitement intensif avaient un effet bénéfique qui était prolongé et persistant. Maintenant, et au fil des années, au niveau des deux groupes ex-intensifs, nous constatons une diminution de l'incidence de cette microangiopathie. C'est ce qu'on appelle la mémoire glycémique. En effet, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés selon la stade de l'atteinte rétinienne. On avait l'âge, la durée de diabète, la pression artérielle systolique ou diastolique, les médicaments hyperlipémiants, un taux élevé de triglycérides, mais l'hémoglobine 1C reste le facteur de risque prédominant. Par ailleurs, des évaluations régulières de la cohorte des DCCT EDIC ont montré que beaucoup d'entre elles étaient surtestées, d'où l'apparition des recommandations de dépistage qui, donc maintenant, sont basés sur le profil dégénératif antérieur et ajustés en fonction de l'équilibre glycémique. Par exemple, si on a un patient qui n'a pas de rétinopathie diabétique, qui est aux objectifs par rapport à son diabète, on peut le tester chaque 4 ans. Pour la maladie rénale diabétique, la microalbuminurie, la macroalbuminurie et l'insuffisance rénale, on connu une différence entre les deux groupes qui s'est accentuée au fil des années. En même sens, la différence entre ces deux groupes concernant l'incidence d'une altération du FDJ n'était parue qu'à partir de 10 ans de randomisation et arrivant par la suite à une réduction de plus de 50%. On est là aussi devant la mémoire glycémique. Parmi les principaux résultats, on a aussi que, même plus tard, un traitement intensif peut être bénéficiaire pour la réduction du risque de maladie rénale diabétique. Donc, on a un message d'espoir pour les patients qui n'ont pas bénéficié auparavant. À l'instar de la rétinopathie diabétique et à la suite des résultats, des recommandations ont été établies pour le dépistage de la maladie rénale diabétique. Donc, à titre d'exemple, un patient qui est en faible risque, un taux d'ACR inférieur à 10, hémoglobine inférieure à 8%, le dépistage peut se faire chaque 2 ans. Donc, pour la maladie microvasculaire, l'hémoglobine 1C reste le facteur de risque prédominant. La durée de la gestion intensive est importante, le plus tôt sera le mieux, même plus tard, il sera bénéfique. Une surveillance moins fréquente de la maladie microvasculaire peut être possible et réduire le fardeau chez nos patients. Et comme on peut le voir au cours de l'étude EDIC, le fait de la disparition de cette différence entre les deux groupes, on s'attendait en fait à un développement parallèle des complications, alors qu'on a perçu une accentuation de cette différence. C'est ce qu'on appelle la mémoire glycémique. Et il peut être dû à une glycation des protéines tissulaires. Donc la question qu'on pose, c'est qu'un traitement intensif serait-il bénéfique pour les complications qui prennent plus de temps à se développer, à savoir la macroangiopathie. Pour cela, l'étude a étudié plusieurs éléments, à savoir l'épaississement de l'intime médial de l'artère carotide, la calcification de l'artère coronaire et les événements cardiovasculaires. Donc, concernant le résultat, pour le niveau de l'épaississement de l'intime médial de l'artère carotide, ils ont constaté que cette différence augmente au fil du temps, mais elle est toujours plus élevée dans le groupe conventionnel par rapport au groupe intensif, et ceci de façon significative. Pour la calcification de l'artère coronaire, les taux très élevés étaient associés à des événements
maladies cardiovasculaires. En effet, un taux qui était supérieur à 100 était associé à un risque 4 fois plus élevé de maladies cardiovasculaires et 5 fois plus élevé d'événements cardiovasculaires majeurs chez le DT1. Donc, par rapport à notre étude, on a constaté qu'en prévention primaire, le taux qui était supérieur à 200 était diminué de 50% de façon significative dans le groupe traitement intensif et de 16% dans le groupe de traitement conventionnel. Cette même constatation pour la mortalité qui était diminuée de 30% et à la même occasion, on peut dire que le traitement intensif est associé à un risque de mortalité similaire à celui de la population générale non diabétique. Mais à l'instar de la maladie rénale diabétique, même plus tard, un traitement intensif peut encore avoir des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. On a ce deuxième message d'espoir. En effet, après 40 ans d'études de CCT EDIC, ça représente une opportunité unique pour explorer le vieillissement chez des diabètes de type 1. Donc, à titre d'exemple, ce sont les performances cognitives qui ont été étudiées et ils ont constaté qu'ils diminuent considérablement fois 5 fois, donc entre l'âge de 46 ans et 60 ans. Plusieurs facteurs de risque ont été étudiés dans ce sens et ils ont conclu que c'est l'augmentation de l'hémoglobine A1C, l'augmentation de la pression artérielle systolique, un ou plusieurs épisodes d'hypoglycémie sévère sont équivalents à un avant supplémentaire du vieillissement. Donc on est maintenant dans la vague des CGM, donc il était temps d'évaluer le temps dans la cible selon des CCT EDIC. Et cette étude s'en est chargée, dont l'objectif était d'évaluer l'association entre le temps dans la cible entre 70 et 180 avec le développement et la progression d'une rétinopathie ou bien de microalbuminurie afin d'évaluer la validité de cet élément pour les essais cliniques. Donc ils ont conclu que le TIR est fortement associé au risque de complications microvasculaires, donc on peut le valider dans ce sens. Donc, en résumé, les différents résultats du groupe intensif par rapport au groupe conventionnel, on avait une diminution de 30% des atteintes nerveuses, diminution qui avoisine de 50% les rétinopathies diabétiques, même constatation pour la maladie rénale diabétique, et on avait une diminution de 57% d'événements cardiovasculaires majeurs. Et pour la mortalité, les patients qui étaient initiés au traitement intensif ont une espérance de vie qui est similaire aux patients non diabétiques. En effet, cette étude nous a fourni des clés pour meilleure gestion de ces patients diabétiques. On sait maintenant l'importance d'un traitement intensif précoce qui sera responsable du développement de la mémoire glycémique. On sait maintenant que l'hémoglobine A1C est un facteur important pour le développement des atteintes, des complications micro- et macrovasculaires. On a pu recadrer le dépistage de ces complications. On a une connaissance plus approfondie de l'histoire des maladies cardiovasculaires et de la mortalité chez les DT1. Et bien sûr, ça a ouvert la porte vers d'autres recherche clinique. Pour les perspectives à venir, l'étude conçoit de faire un phénotypage et un génotypage approfondi sur plus de 60% de durée de vie totale des participants et plus de 80% de durée de leur diabète pour mieux comprendre l'évolution clinique de ces patients. Donc, l'histoire continue. Je vais finir avec les paroles de cette docteure Rose, qui est chercheuse principale du Centre pour des sociétés éthiques, et qui dit, je cite, « Maintenant, lorsque je rencontre un enfant nouvel DT1 et que la famille est anxieuse, je leur dis qu'en raison de cette étude, si vous maintenez votre taux d'hémoglobine A1C inférieur à 7%, vous aurez un risque très limité de maladie oculaire et maladie rénale, vous réduisez votre risque de maladie cardiovasculaire de plus de 50%, et en termes d'espérance de vie, nous avons démontré que si vous gérez bien votre diabète, vous pouvez vivre de manière similaire à l'espérance de vie moyenne adulte non diabétique aux États-Unis, et je dis pourquoi pas au Maroc. Merci pour votre attention.